Bonjour à tous et bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast inspirant des entrepreneurs. Pour ce deuxième podcast, j'ai eu la chance et l'opportunité de rencontrer Ludovic Huro, un serial entrepreneur passionné par les rencontres. Pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, c'est le CEO, Chief Executive Officer et le fondateur de Shaper, une application qui redonne du sens à votre vie professionnelle. C'est également le cofondateur d'Attractive World, le premier site web de rencontres à avoir proposé un principe de sélection à l'entrée. Il l'a d'ailleurs revendu en 2016 à Affinitas, société allemande éditrice des sites de rencontres Elite Rencontres et eDarling, pour une somme entre 10 et 20 millions d'euros. Pour vous situer un peu le contexte, je l'ai interviewé dans un timing très court, juste après son passage à l'événement Inbound Marketing France à Rennes et juste avant qu'il prenne son train pour Paris. On avait à peu près 30 minutes ensemble, donc 20 minutes d'interview, 10 minutes en off, ce qui explique la durée un peu plus courte du podcast. Juste pour vous dire également que l'interview a été enregistrée dans un excellent bar rennais en face de la gare qui s'appelle L'Arrivée. Je remercie Dylan, le boss du bar qui m'a accueilli chaleureusement. S'il y a quelques bruits de fond et d'ambiance, c'est donc normal, puisque ça a été enregistré dans un bar. Et je m'arrête là, je n'en dis pas plus et je vous souhaite une excellente écoute. Salut Ludovic. Bonjour. Moi, ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est qu'est-ce qui a fait que tu es devenu entrepreneur. Donc, avant Attractive World, avant Shaper, qu'est-ce qui t'a motivé à devenir entrepreneur? Écoute, c'est une super bonne question. Ma mère me disait justement que quand j'avais 6 ans, je calculais déjà le chiffre d'affaires de la boulangerie et j'essayais de comprendre comment ils arrivaient à être rentables. Donc visiblement, je m'intéressais déjà à ça sans m'en rendre compte quand j'étais tout petit. Après, au début, moi, je voulais bosser dans le sport. J'avais notamment fait un stage dans une boîte qui s'appelle IMG McCormack, qui est le numéro 1 mondial du marketing sportif. J'avais fait ça à Londres en 2002. Et je me suis dit que le sport finalement n'était pas le business dans lequel je me sentirais le plus épanoui. C'était un milieu assez fermé. Et j'ai commencé à m'intéresser au monde de la finance, étonnamment le monde du private equity. Et à l'époque, moi, j'avais pas fait une grande école. D'ailleurs, j'aimais pas trop le lycée, donc j'avais pas eu envie du tout de faire des prépas. Okay. Et je m'étais intéressé au private equity, donc à des fonds de LBO. Je sais pas si ça va parler à ton public. Des fonds d'investissement. C'est des fonds d'investissement, okay. qui permettent de racheter des entreprises et les développer. Et on m'avait dit, mais Ludovic, avec l'école que tu as faite, tu n'as aucune chance de rentrer dans des fonds d'investissement. Ça ne me marchera pas. Et donc, j'ai pris des chemins détournés. J'ai fait un stage dans une banque qui finançait des fonds d'investissement, okay. Qui m'a proposé un job que j'ai refusé pour refaire un stage dans un fonds d'investissement. Et enfin, j'ai trouvé un CDI. Et j'ai fait ça pendant 3 ans. J'ai eu la chance d'avoir des associés gérants du fonds qui m'ont fait une confiance incroyable. J'avais 22-23 ans. Ils m'ont donné des parts du fonds. Ils m'ont nommé au conseil d'administration de PME de plusieurs centaines de personnes dès que j'ai démarré. Sauf que je voyais les dirigeants et je me disais j'avais envie d'être à leur place. Et j'avais des idées de tous les sens. J'avais toujours des idées de boîte et j'avais pas forcément le courage de quitter mon job pour le faire. Jusqu'au moment où je parle d'une idée dans les sites de rencontres, et cette idée c'était Attractive World, à mes 2 meilleurs amis qui eux avaient été agents immobiliers et qui avaient lancé leur agence immobilière, et ils m'ont dit Ludovic, tu nous emmerdes avec tes idées, maintenant soit tu quittes ton job et tu lances Attractive World parce que c'est vraiment un super projet et nous on mettra les premiers milliers d'euros, soit concentre-toi dans ce que tu fais dans la finance et tu seras peut-être riche mais tu ne seras pas épanoui comme tu le serais si tu lançais ta boîte. Et donc ils ont réussi à me convaincre après quelques mois et c'est ce qui m'a donné finalement la force de devenir entrepreneur. Donc tu montes Attractive World en 2007, donc le site pour célibataires exigeants. Ça devient assez rapidement un carton quand même. Je sais pas combien d'utilisateurs au total. Alors, assez rapidement, tout est relatif. Ouais. Quand tu vis les galères du début, t'as pas l'impression que c'est si rapide que ça. Nous, les 2 premières années, on a galéré comme des fous. Parce que j'avais pas d'associé technique, j'avais pas de CTO et j'avais pas de directeur marketing non plus. Et donc j'ai fait toutes les erreurs possibles et inimaginables pour construire la plateforme. Au début, je l'ai fait faire par des étudiants et ça marchait pas, ça buguait dans tous les sens. Après, je suis parti redévelopper l'intégralité du site en Tunisie. Et pareil, il y a eu énormément de retard. Le site a failli fermer tellement on s'en sortait pas. Et j'ai eu sur mon chemin une personne qui s'appelle Cyril Ferret, qui était le directeur technique d'Alice ADSL à l'époque,
que je rencontre et je lui dis écoute, je suis dans la merde, je n'arrive pas à m'en sortir avec la plateforme technique. Et c'est vraiment dommage parce que d'un point de vue marketing, entre guillemets, on a vachement de succès. Les médias parlent vachement de nous, on a de plus en plus d'utilisateurs qui veulent s'inscrire sur la plateforme, sauf qu'ils sont hyper frustrés parce que le site ne tourne pas comme il faut. Et il me dit écoute, je vais arriver, je vais recruter une équipe et step by step, on va resolidifier la plateforme pour pouvoir lancer le modèle payant. À l'époque, on était encore en modèle gratuit et il faut voir le contexte. Le contexte, c'était qu'il y avait eu la crise des subprimes, les Man Brothers qui avaient chuté, c'était hyper difficile de lever des fonds, donc on était fin 2008, début 2009. Et il m'a sauvé la mise, puisque il a réussi effectivement à reconstruire brique par brique et on est passé au modèle payant en septembre 2009, 2 ans après le lancement d'Attractive World. Ok, très intéressant. Il y a un livre qui est sorti récemment qui s'appelle Et si ça n'avait été que de la chance, de l'aventure sans filtre d'Attractive World à Shaper. Ouais. Je pense que ça résume pas mal toute cette aventure. Justement, on raconte tout n'est pas parfait. Voilà, on raconte cette aventure, on explique aux gens que monter sa start-up, oui, c'est passionnant. Oui, on apprend énormément de choses. C'est une aventure humaine incroyable, mais il y a aussi plein de galères. Il y a des moments où on se sent vraiment au plus bas, où on n'a pas confiance, où on a parfois même très peu d'espoir. Et monter une start-up, c'est comme tout dans la vie. Il faut se battre, il faut ne rien lâcher, il faut le faire avec le maximum d'enthousiasme possible pour pouvoir réussir et arriver à faire de son entreprise une entreprise pérenne. Et voilà, c'est toute l'histoire du livre. Et donc, notamment, je raconte ces 2 premières années avec Attractive World compliqué. Et derrière, les choses se sont beaucoup mieux passées puisque on est passé au modèle payant. Ça a bien fonctionné. C'était un gros pari, puisqu'on demandait aux gens de payer quand même 60 € par mois. Le double de Mythic. Alors que Mythic était à 30 €, donc ils payaient le double. Et notamment les femmes. Et ça a été un pari gagnant puisque effectivement, on a eu des très très bons taux de paiement. Derrière, on a fait des campagnes télé qui ont extrêmement bien marché et la société est devenue rentable en 2013. Très bien. Tu as ensuite, en 2015, je crois, 2016, tu as revendu Attractive World. Qu'est-ce que ça fait de vendre sa première boîte ? C'était vraiment une très très grosse étape parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on avait essayé de revendre Attractive World en 2013 alors qu'on était en pleine croissance, qu'on était rentable. Et la déception, c'est que même si on a eu des conversations avec un certain nombre d'acteurs industriels, comme Mythic par exemple, ou le groupe Bertelsmann, il n'y avait aucune discussion qui avait finalement abouti. Et donc ça avait été à nouveau un moment compliqué dans ma vie, puisque je me suis dit, oh là là, ça fait 5 ans que je bosse, que je monte une boîte avec mes associés, qu'elle est rentable, qu'elle est en pleine croissance, qu'elle a une notoriété hyper forte sur le marché français, et malgré tout, il n'y a personne qui veut l'acheter. Donc on a décidé de poursuivre notre chemin de manière indépendante. La société a continué de se développer, sauf que moi, j'avais pas envie de gérer la boîte au quotidien parce que j'avais envie d'international, j'avais envie de partir notamment aux États-Unis pour lancer mon nouveau projet qui s'appelle Shaper. Oui. Et donc j'ai recruté une nouvelle direction générale. J'ai appris ce que c'était aussi de prendre du recul sur ta première entreprise, de lâcher un petit peu ton bébé au final. C'est clair. Et il y a eu du bon, il y a eu du moins bon. Mais malgré tout, en 2016, la société est repartie en croissance et on a un groupe allemand qui est venu nous voir, qui détient 2 sites qui sont e-Darling et Elite Rencontre. Ouais. Et il m'a dit, Ludovic, vous êtes beaucoup plus rentable que nous en France. Par contre, nous, on est dans 28 pays. Est-ce qu'il n'y a pas une opération à faire ? Est-ce que vous êtes intéressé pour être acheté ? Et moi, c'était un très bon timing pour moi parce que j'avais lancé Shaper et que Shaper commençait à se développer beaucoup. On venait de finaliser une levée de fonds. Et donc, je me suis dit que c'était le bon moment. Et on a vendu après 3 mois de discussion, d'audit et quand même pas mal de stress parce que finalement de lâcher toute cette aventure, c'est quand même une grosse étape dans ma vie d'entrepreneur. Et on a réussi à finaliser l'opération fin septembre et depuis je suis assez fier de cette aventure. Je me dis que j'ai appris beaucoup, j'ai fait aussi pas mal d'erreurs et j'essaye de prendre toute cette expérience accumulée pour faire mieux avec Shaper encore. Ok. Donc après, tu avais déjà monté Shaper entre-temps, avant la revente. Ensuite, tu te consacres pleinement à Shaper.
Shaper, tu le présentes à chaque fois comme le Tinder du networking. Moi, ça fait plusieurs mois que je voulais télécharger Shaper. Sauf que ma copine, vu qu'à chaque fois qu'on le présentait, le Tinder du networking, elle pensait que c'était un peu comme Tinder et que j'allais rencontrer, etc., d'autres personnes sur Shaper. Du coup, je pouvais pas la télécharger. Et puis, ces dernières semaines où je l'ai téléchargé. Fallait lui expliquer. Voilà, c'est ça. C'était compliqué. Et du coup, deuxième partie, j'aimerais que tu un peu tout ce qui est la partie les choix que tu as dû faire, les prises de risque. Donc on a parlé du rachat d'Attractive World. Déjà, je vais te répondre sur le Tinder du networking. Je ne le présente jamais comme le Tinder du networking. Il se trouve que les médias trouvent que c'est beaucoup plus simple à expliquer. Moi, ma vision, c'est que Shaper, ça facilite les rencontres inspirantes dans sa vie professionnelle. Et oui, effectivement, on a utilisé une interface qui peut ressembler à celle de Tinder puisqu'on utilise le swipe pour faire rencontrer les gens, mais la philosophie est complètement différente. Voilà. Le nombre de suggestions sur Shaper est très limité puisqu'il n'y a que 15 suggestions par jour, donc l'idée c'est pas de swiper toute la journée. Il y a un algorithme assez poussé pour te faire matcher avec des gens avec lesquels tu partages tes centres d'intérêt professionnels, mais aussi des passions avec lesquelles tu as des niveaux d'expérience similaires et une location très très proche. Et la philosophie derrière tout ça, c'est que pour moi, il n'y a rien de plus enrichissant que les rencontres. Je suis d'accord. Moi, si j'avais pas fait des rencontres qui ont été décisives dans ma vie, je pense que je n'en serais pas là en tant qu'entrepreneur. On a levé au total plus de 20 millions de dollars entre Attractive World et Shaper, avec uniquement des investisseurs privés. Et ces investisseurs privés, c'est des gens que j'ai rencontrés via justement des introductions, via des rencontres un peu fortuites. Et pour moi, en fait, le networking, même si j'aime pas beaucoup ce terme, ça doit être un style de vie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire je vais commencer à rencontrer des gens quand je cherche un boulot ou quand je cherche des investisseurs, parce que c'est le plus mauvais moment pour les rencontrer. Le meilleur moment pour les rencontrer, c'est de manière naturelle, en se disant toutes les semaines, j'essaie de rencontrer une nouvelle personne, sans forcément d'attente spécifique, tout simplement pour échanger des idées, s'entraider, apprendre des choses. Et finalement, en fait, mon expérience, c'est que c'est comme ça qu'on crée des vraies relations humaines et des vraies relations authentiques. C'est aussi comme ça qu'on crée des liens de confiance. Et à partir du moment où on crée ces liens de confiance, naturellement, il y a plein d'opportunités qui arrivent dans la vie. Et moi, j'ai toujours été hyper ouvert aux nouvelles rencontres. J'ai toujours adoré ça. Pour moi, ça a été la meilleure source d'apprentissage et d'information, peut-être même plus que des bouquins. Et naturellement, derrière, ça m'a permis d'avoir des opportunités de dingue que j'aurais jamais eu dans ma vie. Ça m'a permis de trouver plein d'investisseurs, ça m'a permis de trouver des associés, ça m'a permis de recruter des gens, ça m'a permis aussi de me faire des super potes avec qui je suis parti en vacances. Et donc, finalement, je trouve que Shaper, c'est autant une plateforme business qu'une plateforme d'épanouissement dans sa vie professionnelle comme dans sa vie personnelle. Ok. Donc, tu es vraiment un passionné de rencontres, parce que 2 boîtes, 2 sites de rencontres différentes, mais ça reste des rencontres quand même. Exactement, c'est ce que je t'ai dit. Moi, je crois dans la force des rencontres. Je pense qu'on est des êtres humains. Et lorsqu'on tu rencontres quelqu'un, tu te sens profondément humain. Parce que je suis totalement d'accord. Tu es complètement en éveil sur l'autre, à écouter ce qu'il a envie de te dire, à apprendre de lui, à découvrir son histoire. Parce qu'en fait, au final, on a tous une histoire. On est beaucoup plus qu'un profil. On a une vraie histoire, on a des sentiments qui sont profonds. Et plus tu rencontres de gens, plus tu arrives à te connecter finalement à l'humanité, entre guillemets. Et finalement, tout ça, ça apporte ce que les Américains appellent la serendipity. Donc, c'est beaucoup de chance dans la vie. Bon, on va justement enchaîner sur les rencontres. Je voudrais savoir, est-ce que tu as un mentor ou plusieurs mentors en entrepreneuriat ? Alors, j'ai une mentor qui est exceptionnelle. Et toujours pareil, la force des rencontres. Elle s'appelle Eva Haller. Et je l'ai rencontrée dans un avion entre New York et Paris. Ok. C'était une femme, à l'époque elle avait 82 ans. Ouais. Elle s'assoit à côté de moi et je la trouve tellement dynamique et tellement positive, souriante que je commence à lui parler. Et en fait on se met à parler pendant 6 heures. Et elle me raconte sa vie. Elle a une vie complètement hallucinante. Voilà. Elle a échappé aux nazis quand elle était en Hongrie, quand elle était toute petite. Elle a réussi à s'évader en Amérique du Sud, puis elle a débarqué à New York quand elle avait 16 ans. Elle a commencé à être femme de ménage. En parallèle, elle a fait ses études. Et quelques années plus tard, elle crée une entreprise de télémarketing qui devient une des plus grosses entreprises de télémarketing aux États-Unis. À 45 ans,
Elle cède cette entreprise, elle la vend à ses salariés et elle décide de consacrer sa vie et sa fortune à la philanthropie. Et aujourd'hui, elle a 87 ans et c'est une des plus grandes philanthropes de New York. Et donc, suite à ce voyage en avion, on s'est revus à Paris, à New York, à San Francisco. On est devenus amis avec son mari. Et quand j'ai déménagé à New York, en tout cas quand j'ai fait mon premier long voyage à New York, elle m'a dit, écoute Ludovic, si tu as pris un hôtel ou un Airbnb, tu l'annules tout de suite, tu viens vivre à la maison. Et j'ai vécu pendant 1 mois chez elle, avec son mari. À New York. Elle m'a présenté tous les plus grands philanthropes de New York. Elle m'a amené à des boards de non-profit dans lesquels elle était impliquée. Et encore aujourd'hui, elle m'écrit toutes les semaines ou tous les 15 jours pour me donner des conseils sur Shaper, pour me présenter d'autres gens aux États-Unis, etc. Et donc oui, c'est une mentor, mais en fait, c'est devenu plus que mentor. C'est presque quelqu'un de ma famille, en fait, finalement. Ouais. Et encore une fois, ça montre à quel point s'ouvrir sur les autres, être curieux de l'autre, est hyper clé dans la vie, puisque si on n'avait jamais parlé dans l'avion, j'aurais jamais eu cet accueil aux États-Unis. Et donc, ça correspond à la philosophie de Shaper. Donc c'est aussi de là, ça t'a permis de développer Shaper, clairement, concrètement. Ça nous a beaucoup aidé à prendre les bonnes décisions pour développer Shaper sur le marché américain. Comme tu le sais, aujourd'hui, on arrive à 1 million d'utilisateurs après 2 ans. Et plus de 60% de nos utilisateurs sont américains. Et effectivement, le fait d'être bien entouré en arrivant aux États-Unis nous a beaucoup aidé à prendre les bonnes décisions pour rentrer sur le marché américain et notamment rentrer sur le marché new-yorkais. Shaper, en 3 ans, c'est 3 levées de fonds. La première à 2,79 millions d'euros, la deuxième à 3,6 millions d'euros et la deuxième à 3,6 millions d'euros et la troisième à 8 400 000 euros. Comment ça se gère une levée de fonds Est-ce que justement c'est aussi des rencontres ou c'est y a pas mal de façons de le gérer. Moi je le fais beaucoup via les rencontres d'investisseurs que j'ai pu provoquer sur mon parcours. Donc c'est comme ça qu'on a réussi à fédérer aujourd'hui 200 investisseurs qui ont investi beaucoup d'argent dans Shaper. Alors bien entendu ils savent qu'il y a un risque, moi je leur ai dit voilà, la vision de Shaper c'est ça. Bien entendu, quand vous investissez dans une startup comme Shaper, vous prenez un risque. Mais en face de ça, on a énormément d'ambition. On veut devenir un leader mondial et on va mettre toute notre énergie et tout notre cœur pour réussir dans ce projet. Et c'est pour ça aussi que j'adore lever de l'argent avec des investisseurs privés. Parce qu'en fait, ça crée une aventure humaine très forte. La plupart de nos investisseurs aujourd'hui, c'est devenu des gens qui peuvent être soit des amis, soit des gens en tout cas dont je me sens très proche, avec lesquels j'ai développé une véritable affection. Et donc la façon dont tu fais une levée de fonds, il y en a plein, mais nous la façon dont on l'a fait, c'est que bien entendu tu écris un document qu'on appelle un mémo ou un deck qui va présenter les projets passés, les projets actuels et les projets futurs, avec la vision, un business plan. Et derrière, tu rencontres des investisseurs, soit via ton réseau, soit via des plateformes, soit en allant voir des fonds d'investissement. Et tu leur expliques pourquoi tu y crois énormément et comment tu vas faire pour développer ta start-up pour qu'elle devienne un leader. Et jusqu'à présent, ça s'est bien passé. Aujourd'hui, tu vis à New York ou en France ? T'es entre les deux ? Aujourd'hui, je vis entre les deux. Entre les deux, ouais. Je fais 2 tiers en France, 1 tiers à New York. Voilà, parce qu'en fait, notre équipe technique est à Paris. Donc, quand je dis technique, c'est tech, produit, data. Un peu de marketing online aussi à Paris. Et sinon, tout le reste du marketing est à New York. Donc, j'ai besoin d'être entre les deux. Ok, très bien. Je vais avoir une dernière question. Moi, je te considère, je suis pas le seul à être comme un serial entrepreneur. Justement, c'est la thématique de ce podcast. Pour toi, qu'est-ce qu'un serial entrepreneur ? En fait, pour moi, un serial entrepreneur, c'est tout simplement quelqu'un de passionné et qui se lève tous les matins pour accomplir une idée ou une vision auquel il a réfléchi depuis plusieurs mois, années. Et finalement, un serial entrepreneur, c'est quelqu'un qui, en tout cas, moi, c'est ce que je remarque souvent, n'est pas drivé par l'argent. Surtout pour les serial entrepreneurs qui ont été successful, souvent leur première boîte pourrait leur suffire pour vivre toute leur vie. Et pourtant, ils recréent des entreprises tout simplement parce que je pense
qu'ils ont vraiment envie d'avoir un impact sur la société d'aujourd'hui et de demain, sur le monde en général, et qu'ils ont des convictions très fortes sur les produits ou les services qui pourraient rendre le monde peut-être un peu meilleur. Et donc ils se lèvent le matin de manière peut-être un peu obsessionnelle en essayant de résoudre des problèmes. Ok, super. Ludovic, je te remercie beaucoup d'avoir accepté cette interview, parce qu'il faut quand même que le rappeler, je t'ai contacté par mail jeudi dernier. Tu as accepté très simplement, alors que c'est vrai que tu avais un agenda assez chargé aujourd'hui. Donc je te remercie vraiment beaucoup. Merci pour l'invitation, voilà, et c'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté ce podcast. C'est toujours un vrai plaisir d'interviewer des personnes si inspirantes, et ça ne va clairement pas s'arrêter là. N'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner sur SoundCloud et Apple Podcasts pour recevoir directement les prochains podcasts. Et vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, sur la page Facebook Serial Entrepreneur, et sur Twitter via mon compte perso @fr_en soi, donc François et juste un underscore entre le R et le A tout simplement. Voilà, à la prochaine.